10e porte. H2O. Le temps de sommeil passe vite, et à leur réveil, ils trouvent déjà Watt devant le cercle lumineux et large. Il l'examine en détail comme un spécialiste de l'énergie. Il sait déterminer les rayonnements et les interpréter. Ce type de voile lumineux est en fait pour lui sans mystère. Il est capable, avec des outils, de le reproduire. C'est pour cela que depuis la première porte, il pense que tout est une construction d'origine humaine. Il pense qu'à un moment, ils trouveront le cœur du mécanisme. Jacques le rejoint et lui demande « Que penses-tu découvrir derrière ce voile ?» Le mystère de la force qui nous maintient devant nous, car il y a une source d'énergie incroyable sur cette planète. Je suis persuadé que de là provient une grande partie de nos aventures. Alors si tu dis vrai, je suis prêt à te suivre maintenant. Invitant tous les hommes à les rejoindre, Jacques fait signe à Watt de franchir le voile, ce qu'il fait sans hésiter. Instantanément, tous se retrouvent dans un vaste lieu dont les roches phosphorescentes éclairent d'une lueur pâle, mais le froid est avant tout le maître des lieux. La température est si basse que si dans quelques minutes ils n'ont pas rejoint la sortie, ils seront tous transformés en statues de glace. Mais heureusement cet endroit reste très sec, et ils pourront survivre de précieuses minutes de plus. Watt comprend que sa tâche demande une réponse rapide. Aussi regarde-t-il autour de lui pour trouver la sortie, et il voit qu'il se trouve au milieu d'une allée où de chaque côté se trouve un bassin fumant. Une odeur, qui ne lui est pas inconnue, chatouille ses narines. Il comprend très vite que c'est de l'hydrogène, et rapidement, il se penche sur le bord du bassin, d'où un froid encore plus intense se dégage. Sans instrument qui pourrait le lui confirmer, il pense qu'il est en présence d'un lac d'hydrogène liquide. Si c'est le cas, la température est extrêmement basse, et c'est encore une chance qu'il soit en vie. Watt fait signe à Idriss de le rejoindre. « Que penses-tu de cela ?» lui demande-t-il en montrant le bassin. « Cela ressemble à de l'hydrogène. Heureusement que nous n'avons même pas la moindre pile électrique. Ne te réjouis pas trop et regarde. Les reflets du bassin en face me disent que c'est de l'oxygène liquide. L'air est si sec que si nos cheveux et nos vêtements synthétiques font des étincelles, il ne restera plus grand-chose de nous et de cette planète, car je ne vois pas où peuvent s'arrêter ces bassins. Autant d'énergie concentrée, nous allons mourir de froid, s'exclame Idriss. Que devons-nous comprendre de cela, interroge Watt. Sophis se rapproche et leur dit « Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais nos poumons commencent à se contracter, bientôt le froid va nous endormir. La tête froide et le cœur glacé, nous passerons dans l'oubli de l'éternité. » Mais ces paroles interpellent Watt dont l'esprit vif commence à comprendre. Il demande à Novam, qui se trouve près de lui. « S'il te plaît, Novam, y a-t-il un rapport entre le cœur, la tête, l'hydrogène et l'oxygène ?» À travers sa barbe blanche, maintenant recouverte de givre, il lui répond « Tu as raison. Ces deux gaz nous pénètrent depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Tu peux trouver la liaison que nous ne comprenons que trop peu, tu es sur la bonne voie. » À ce moment, Watt retrouve une faculté qu'il avait perdue à la fin de son adolescence sur l'Unis, celle que tous les enfants ont à leur naissance et qu'ils perdent, détruits par les adultes qui ne comprennent pas les rêves d'enfants. Tout petit, il s'était construit un passage secret dans sa tête, qui le conduisait dans un cocon que lui seul pouvait trouver. Il y restait des heures, voire des jours entiers lorsqu'un événement grave le touchait. Lorsque tout s'était apaisé, il en sortait et tout allait mieux autour de lui, même si, pour les adultes, ce n'était pas le cas. Mais, pour les grandes personnes, sa retraite n'avait duré que quelques secondes. Et le voici maintenant pénétrant dans sa caverne et s'installant dans son cocon. Watt n'en croit pas ses yeux. Il est enfant dans son esprit, mais il sait qu'il est ici pour comprendre le mystère qui l'a entraîné dans cette zone glaciale, mortelle et explosive à la fois. Il en profite parce qu'il est fatigué de cette expédition pour dormir un long moment afin de reprendre suffisamment de force pour continuer le voyage. À son réveil, il a l'esprit clair, et il voit très précisément ce qui les a conduits vers cette caverne gigantesque. Il se dit « Le cœur est à l'hydrogène ce que la tête est à l'oxygène. L'oxygène apporte à la tête conscience et compréhension. Il éveille les esprits. L'hydrogène est un feu de connaissance qui enflamme le cœur. L'atome le plus léger de l'univers, aussi le plus puissant, est un révélateur qui peut tout embraser.
Mais il manque à ces deux éléments l'union sacrée, car s'ils s'associaient, ils seraient capables d'enflammer d'un trait l'univers. Mais cette découverte est de nature particulière, et Watt se sent encore très fatigué. Il plonge encore dans le sommeil, dans son nid douillet. Mais il est réveillé subitement, car il sent ses amis en danger. Il se dit « J'ai maintenant la solution, je retourne vers mes amis. » Il se retourne devant Novam, qui lui dit « Ton regard s'est voilé un court instant, t'aurais-je froissé ? Pas le moindre du monde, mais maintenant, sans perdre de temps, il nous faut tous unir nos têtes et nos cœurs, c'est-à-dire réellement unir l'oxygène et l'hydrogène afin d'embraser le feu de notre être, qui est la véritable force de notre esprit. » À ce moment, Watt a comme une étincelle qui enflamme son cœur. Il sait que ses amis sont tous en grand danger. Il sait qu'il doit se sacrifier. Alors, il plonge ses mains dans le bassin d'hydrogène pour en collecter une brassée. Il la déverse sur le sol. Puis il se précipite vers l'oxygène. Il en emplit ses mains et le verse sur l'hydrogène. La large flaque s'étire sur 2 mètres environ. Aussitôt le mélange se transforme en un voile lumineux bleuté. La porte de sortie apparaît devant eux. Les mains et les bras brûlés, Watt invite toute l'équipe à la franchir immédiatement. Ils sautent tous dedans, disparaissent comme engloutis dans une fosse. Watt passe le dernier et tombe sur le sol qui semble se trouver à la perpendiculaire. La porte passée, tous sont sortis, et, devant celle-ci, la lumière se ternit. Watt reste figé au sol, ses avant-bras et ses mains ne sont plus que des os vitrifiés par le froid du mélange chimique. Sophie, sans réfléchir, comme une fonction parfaitement naturelle, pose ses mains sur son front, l'anesthésie, puis par ses yeux devenus rayonnants irradie les membres mortifiés et cautérise les plaies. L'amputation est quasiment instantanée. Watt a maintenant les bras coupés juste avant les coudes, laissant 2 mognons déjà cicatrisés. Mais curieusement, de leur extrémité sort une lumière presque insoutenable pour les yeux. Tout cela se produit devant le regard médusé de tous. Quelques instants plus tard, Watt se réveille et la luminosité de ses mognons disparaît. Il est encore sous l'état de choc après cette expérience douloureuse, mais fait signe qu'il va bien maintenant. Novam est admiratif de l'exploit de Watt, qui encore jeune a eu une présence d'esprit remarquable et sa découverte est vitale pour l'ensemble du groupe. Il ne peut s'empêcher de l'exprimer ainsi. Un groupe, composé de tête et de cœur, cela ne suffit pas à être constructeur. Sans tête ni cœur, toute main demeure sans vie. L'union des deux enflamme l'être accompli. La force génératrice du grand univers génère l'amour, nous porte et nous libère. L'homme, trouvant l'amour, épouse l'humanité. Et par son sacrifice, donne la liberté. Le plus petit atome connu, l'hydrogène, par une étincelle, embrase l'oxygène. Par ces 2 éléments, la force se déploie, qui maîtrise ce feu, par lui renaîtra. Honneur à l'homme, unissant tête, cœurs et mains, ouvrant la porte sur un nouveau lendemain, se nommant amour. Par son esprit fraternel, cette trinité le conduit vers l'éternel. Jacques demande à Watt comment il se sent après l'accident qu'il vient de subir, mais celui-ci lui répond en ces termes. Mais Jacques, en aucun cas ce n'est un accident, car nous n'avons que bénéfice à tirer de cette étape. Je ne suis aucunement diminué par la perte de mes mains. Regarde, je n'en ai plus besoin. Alors, devant tous, Watt démontre qu'il n'est pas manchot, car pointant du bout de ses membres amputés une pierre sur le sol, il la soulève et la monte à sa hauteur. Puis, regardant simplement Idriss, il dégrave sa chemise et la remet en place. Vois-tu, Jacques, les membres ne sont utiles que si nous sommes infirmes en esprit. Jacques ajoute, nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, la matière n'est plus maîtresse de notre destin. Je ne suis pas fatigué, dit Watt à Jacques. Nous avons passé peu de temps derrière la porte que j'ai ouverte. Je peux continuer. Jacques regarde ces hommes qui, comme pour confirmer, lui adressent un sourire.